On va laisser la parole à Jean-Noël, désormais. Merci beaucoup, Lama. Jean-Noël qui va nous parler théoriquement plus d'un niveau institutionnel. Tu vas nous parler de ton expérience sur l'introduction de l'empathie dans le circuit, le parcours médical. À toi, Jean-Noël, merci. Merci. Merci beaucoup aux deux précédents orateurs parce que je me sens dans la lignée de ce que vous avez dit. Comme quoi, c'est bien pensé, hein, les webinaires de culture santé. Juste, moi, j'évoquerai moins la magie que vous, mais par contre, j'ai beaucoup aimé effectivement la précision de Lama par rapport à la beauté, à la poésie, à l'humain. C'est en cela que je comprends la magie que vous évoquez. Mais comme je fais aussi en tant que scientifique attention aux dérives que peuvent apporter les dérives sectaires, la pensée magique, etc., je me méfie de ces mots, même si je comprends et je pense être en phase complète avec ce que vous évoquez, quand vous évoquez la beauté, les sentiments, etc., qui sont constitutifs de nos émotions et qu'il faut absolument intégrer dans l'approche centrée sur la personne. Et tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'approche centrée sur le patient, j'ai parlé d'approche centrée sur la personne et je vais en expliquer la subtilité. Donc, empathie. Empathie et système de santé, c'est le thème de ce soir. En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'empathie déjà de tout ce qui a été dit depuis le début? C'est un concept qui fait l'unanimité. À part quelques sociopathes, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut écouter l'autre, il faut écouter l'autre citoyen, l'autre le patient, l'autre l'étudiant, l'autre en général. Ça ne fait aucun doute au niveau individuel. Et j'ajoute que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, grosso modo, ça ne fait aucun doute au niveau collectif. À peu près tout le monde s'empare de l'empathie comme d'une notion positive. Personne qui combat l'empathie. Un peu comme d'autres mots. Tout le monde est à peu près pour la liberté, pour l'amour, pour la bienveillance. C'est des mots plus ou moins à la mode. Et ce que je vais essayer d'expliquer là, c'est que entre le mot et ce qu'on en fait au quotidien avec un patient, face à un patient, au quotidien en enseignement, au quotidien en recherche, il y a un fossé et il y a des tensions, des obstacles pour déployer ce que nous appelons communément l'empathie. Et comme les définitions sont multiples, on l'a vu, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce que c'est l'empathie. Personne n'a une vraie solution à apporter. Moi, ce que je pense important, c'est de la laisser se déployer au travers d'un modèle que l'on adopte, un modèle théorique à visée pratique. Je trouve qu'actuellement, dans l'enseignement en général et dans la société en particulier, il nous manque des modèles de pensée, de la philosophie qui nous guiderait vers, face à un problème, qu'est-ce qu'on choisit comme décision. Et je pense qu'il est important de se fonder sur des modèles, de s'ancrer sur des modèles pour aider, guider nos écoutes, guider nos décisions, guider nos interventions. En santé, le modèle qui est aujourd'hui le plus en vogue, même si le modèle biomédical est encore fortement enraciné, c'est quand même à peu près tout le monde aussi est d'accord pour dire que la santé, définition de l'OMS de 1946, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Alors personne ne l'est absolument parce que l'absolu état de santé selon l'OMS, ce serait la mort, hein. Mais néanmoins, on considère avec cet état de santé biopsychosocial que la santé est un continuum entre les atomes qui nous composent et le cosmos dans lequel on vit, via le corps que l'on a et la famille dans laquelle on vit, la communauté, la nation, la biosphère, etc. Donc, le premier, à mes yeux, modèle théorique à adopter quand on est un professionnel de santé pour ensuite laisser émerger l'empathie de nos pratiques, c'est le modèle biopsychosocial. C'est considérer qu'un patient, il a une vie, il a un parcours de vie, il a un corps qui lui est particulier, il a des émotions qui lui sont particulières et l'approche biopsychosociale vise à assumer que nous, en tant que soignants, le patient en tant que personne, vivons dans ce continuum-là. Donc c'est important parce que le modèle biomédical, par exemple, quand un médecin a fortement en lui un modèle biomédical, quand les modèles ne sont pas enseignés, il va considérer l'autre, le patient, comme un corps. Et donc, vous voyez sur le schéma de gauche, il va s'intéresser à la personne au mieux, à son corps, et puis ensuite à son système nerveux, à son organe, à ses tissus, voire à ses cellules.
Et il va oublier que l'état de santé dépend aussi de la personne avec laquelle il vit, de la famille dans laquelle il vit, de la communauté à laquelle il appartient, etc. Donc le premier prérequis à l'empathie, à mes yeux, c'est le modèle biopsychosocial. Deuxième modèle important à mes yeux pour pleinement déployer l'empathie dans l'activité clinique, c'est le modèle centré sur la personne, qui est un modèle issu du modèle biopsychosocial, mais qui est à visée un peu plus pratique, qui s'inspire de la psychologie de Carl Rogers, et qui, pour faire simple, comprend 3 phases dans une situation interpersonnelle, qui est la phase d'abord d'exploration de la personne. Un soignant doit comprendre la personne et la comprendre, comme disait Julien, non seulement parce qu'il a des caries, mais aussi comment il vit avec ses caries, etc. Et en ayant une attitude de feedback montrant que le soignant comprend le patient. Et donc, avec la distinction entre illness, disease, voire sickness, disease, la maladie biologique, illness, la maladie telle que la perçoit le patient, et sickness, la maladie telle que la perçoit la société. Donc, c'est des distinctions sémantiques anglo-saxonnes que l'on n'a pas dans le vocabulaire français, mais la notion de compréhension de la personne va être attachée à la phase de diagnostic, d'exploration initiale de la personne et surtout d'écoute proactive. Une fois que dans ce modèle-là, on met une part importante à compréhension de la situation, va ensuite, dans une consultation, pouvoir arriver la phase de prise de décision. Prise de décision, aujourd'hui, il y a des congrès, des journaux spécialisés dans le shared decision making, c'est-à-dire la prise de décision partagée. Comment on va, avec le patient, face à un même problème de santé, 2 patients, on va décider avec lui telle ou telle modalité de traitement, telle ou telle abstention thérapeutique, ou les modalités, le tempo d'administration du traitement va pouvoir être décliné selon les attentes et les préférences du patient. Donc c'est une codécision à l'échelle individuelle qui va mener ensuite à une intervention. Intervention qui, elle aussi, sera adaptée au patient. Par exemple, nous, en chirurgie dentaire, on fait souvent des traitements endodontiques, où on installe un champ opératoire, une digue dentaire sur le patient. Il va rester une demi-heure, 3/4 d'heure avec cette digue. Dans l'intervention, l'empathie peut émerger de temps en temps, toutes les 5 minutes, parlant au patient, en déconnectant de la dent et en lui disant bah, tout va bien, tout se passe bien. J'ai froncé des sourcils là depuis 10 minutes parce que je ne trouvais pas le canal, mais rassurez-vous, globalement, tout se passe bien. Donc, dans l'intervention, l'empathie se déploie aussi. On parle souvent d'empathie dans la compréhension de la personne, mais en fait, c'est dans le diagnostic aussi et dans l'intervention elle-même que l'empathie en fait, se déploie. Et donc, ce modèle biopsychosocial, on l'a décliné, comme il a été évoqué précédemment, également à l'échelle collective. Ça, c'est nos travaux avec l'équipe du professeur Christophe Bedos à McGill. Vous voyez au centre de ce modèle Montréal-Toulouse les 3 dimensions encore de l'approche centrée sur la personne au niveau individuel. On va comprendre le patient, décider avec lui et intervenir. Mais en fait, l'empathie, elle peut se situer aussi au niveau collectif. C'est-à-dire que dans la structure dans laquelle je vais essayer d'apporter du soin à des patients, ma patientèle, ça va être important de la comprendre aussi, de quels besoins elle a, quels sont ses déterminants sociaux de la santé. Ça va pouvoir conditionner cette curiosité-là, l'endroit où je vais travailler, la façon avec laquelle je vais travailler, l'architecture dans laquelle je vais travailler, avec qui je vais travailler, l'équipe de soins. Donc, quand on s'intéresse à la santé des gens, on s'intéresse aussi à la santé des populations. Et ça se décline à l'échelon collectif également dans la prise de décision et dans les interventions que je vais faire. Je vais pouvoir, moi, soignant, participer à des interventions collectives de prévention dans les écoles, par exemple. Et il y a différents niveaux concentriques de l'action d'un professionnel de santé possible, toujours avec à la base, modèle centré sur la personne et ces 3 cercles, compréhension, de décision et d'intervention, que je vais pouvoir déployer à l'échelle de mon quartier, de ma patientèle, ou bien à l'échelle nationale en participant à des actions plus collectives, plus politiques. Et quand on parlait tout à l'heure du soignant,
de l'approche centrée sur la personne. On parle d'approche centrée sur la personne parce que elle diffère de l'approche centrée sur le patient, parce que la personne, c'est aussi le soignant. Il y a en fait deux personnes, et c'est important pour le soignant de s'intégrer dans un continuum et de savoir qu'il fait partie d'une équipe de soignants. Alors, j'aimerais évoquer maintenant comment apprendre l'empathie. Est-ce que ça s'apprend l'empathie? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais en la subdivisant en différentes compétences. En fait, les choses qu'on peut apprendre, c'est soit des connaissances, soit des compétences. Et donc l'empathie, il faut essayer de la saucissonner, de la décliner en différentes compétences pour la faire émerger dans le cadre de pratique dans lequel on veut se situer. Mais en fait, quand on est un enseignant, c'est difficile à mettre en place un enseignement d'empathie. La première raison, c'est que enseigner, c'est aussi évaluer, noter. En fait, on pourrait se dire, non, l'empathie, ça n'a pas à être noté. Parce que si on note, on juge. Et si on met 0 en empathie, c'est pas être empathique que de mettre 0 en empathie. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors on dit, on note pas. Mais si on note pas, ça passe comme secondaire, comme capacité pour les étudiants qui ont par ailleurs beaucoup de connaissances théoriques à assimiler. Si on leur fait des cours qui ne sont pas notés, ils ne vont pas s'y intéresser, voire pire peut-être, ils vont dire que c'est vraiment secondaire, alors qu'on pense que c'est central. Comment on fait cet enseignement de l'empathie? Alors j'aimerais vous donner 2 exemples d'expérience. Un premier retour d'expérience, entre 2013 et 2016, on a créé à la faculté dentaire de Toulouse un module de 22 heures d'approche centrée sur la personne. C'était un cours qui était dispensé en 4e année de chirurgie dentaire. On proposait dans ce cours différentes activités de dentisterie narrative. On faisait écrire les étudiants, on leur faisait lire des pathographies de maladies systémiques, des bandes dessinées, des œuvres, des romans. On leur faisait écrire des récits de fiction de patients et on les faisait s'auto-évaluer, etc. Et on a essayé de regarder comment varier leur empathie entre le début du semestre et la fin du semestre, puisque l'empathie, il y a des outils pour la mesurer. Alors, je vous ai mis ici un exemple de questionnaire évaluant l'empathie, le Jefferson Scale Empathy, Physician Empathy. C'est une échelle, c'est la plus connue, qui, avec une série de questions, permet de voir si le docteur ou l'étudiant est empathique. Alors, elle a des défauts, bien sûr, comme toutes les échelles, mais elle est pratique parce qu'elle est internationale, elle est internationalement reconnue. Petite parenthèse, cette échelle est payante. C'est bizarre qu'une échelle d'empathie soit payante. C'est l'université de Jefferson aux États-Unis qui ne la met pas gratuitement à disposition. Je trouve ça bizarre. Fin de la parenthèse. On l'a donc utilisé pour voir comment va évoluer l'empathie avec ce cours. Les étudiants en France, globalement, quand ils s'inscrivent en filière de santé, à la base, ils sont très empathiques. Ils ont des scores d'empathie de 110 sur 140. C'est beaucoup. Un score de 110 à 120, c'est quelqu'un de très empathique. Les étudiants sont empathiques parce que certainement, ils ont choisi des études de médecine qui, en général, attirent quand même les personnes empathiques qui veulent qui veulent faire du bien autour d'eux. On remarque dans la littérature, et chez nous aussi, qu'au fur et à mesure des années cliniques, cette empathie, il y a une attrition qui se forme au contact du patient et des mauvaises expériences cliniques. C'est-à-dire que justement, pour se protéger, s'ils ne sont pas formés aux compétences situationnelles, la pente naturelle, c'est d'avoir de moins en moins d'empathie, et ça se voit quand on les évalue tous les ans avec l'échelle du JSPE. Ce qu'on a vu, nous, c'est à une courte échelle que ce cours permettait juste de ne pas perdre par rapport à un groupe témoin, de ne pas perdre les scores d'empathie qu'ils avaient déjà très hauts. Mais c'est une goutte d'eau parce que ça se perd très vite après, en dehors des études, au fur et à mesure des années qui passent en pratique professionnelle. Et les limites qu'en tant qu'enseignant, on a perçues à cet enseignement, c'est les limites d'un enseignement modulaire. C'est-à-dire qu'avoir un cours de 22 heures d'approche centrée sur la personne, c'est bien, mais en fait, c'est complètement parfois en désaccord avec ce qui peut être enseigné dans des disciplines plus techniques.
Et donc, on se retrouve dans une situation pédagogique où il y a un cours d'empathie, des cours techniques, et qui ne vont pas forcément bien matcher dans les attitudes à avoir aux patients. Je pense en dentaire souvent, par exemple, au bras de fer thérapeutique, aux soins sous condition. Le patient, on ne va pas le soigner s'il ne se brosse pas les dents trop souvent. Ça, nous, on l'enseigne, ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne. Quand on veut être empathique, on comprend qu'un patient ne peut pas se brosser les dents, etc. Mais culturellement, dans l'approche biomédicale, il va y avoir possibilité d'enseigner ce type de comportement thérapeutique. Les solutions qu'on a envisagées pour pallier à ces limites, c'est de supprimer ce cours et d'essayer de le diffuser dans au sein même des différents cours théoriques et des travaux pratiques. Par exemple, quand un étudiant effectue un travail pratique dans une mâchoire en plâtre, on va lui faire imaginer qui serait la personne qui aurait cette mandibule en plâtre avec un récit qui permet de connecter l'acte technique à un patient. Le deuxième retour d'expérience que j'aimerais donner, c'est l'expérience issue de l'an dernier sur la mise en place des oraux en première année de médecine. Un important changement a eu lieu l'an dernier, la réforme PASLAS, qu'on a beaucoup entendu parler. On ne parle plus de PCEM1, de PACES, aujourd'hui c'est les PASLAS, donc pour plusieurs raisons. Il y a eu un décret en 2019 relatif à l'accès aux formations de santé, de médecine, donc pharmacie, odontologie, maïeutique, pour prévoir des épreuves d'oral en première année et un module de préparation spécifique. Dans le décret, il est dit, et il a été ensuite renforcé, ça a été ensuite renforcé par la conférence des doyens de médecine, qu'il était nécessaire dans ces oraux de promouvoir, d'évaluer les habiletés telles que la communication, la réflexion, la réactivité, l'empathie, la collaboration interprofessionnelle, l'intégrité, la maîtrise de soi. On avait donc, dans une recommandation nationale pédagogique pour les médecins, dans une première année, qui n'est plus un concours, mais où il y a quand même de la sélection, ça reste un concours en définitive, l'empathie qui doit maintenant se décliner dans une sélection de futurs soignants. Donc, grosse révolution. C'était la volonté des hommes politiques, des étudiants eux-mêmes et des enseignants, que d'avoir au plus tôt possible des études, quelque chose qui permettrait de parler d'empathie. Donc, on le voit, au niveau politique, sociétal, là encore, empathie, elle est promue, elle est voulue. Mais concrètement, comment on fait ces oraux? Eh bien, la nature des épreuves orales, elle a été laissée à l'initiative de chacune des universités, avec l'autonomie des universités. Donc, c'était au personnel enseignant d'essayer d'imaginer comment faire pour faire de ces oraux quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, et c'est la grosse différence avec la France, et je pense que c'est intéressant, et au Canada également, il y a les Casper tests, c'est-à-dire on demande à un étudiant de se mettre devant un ordinateur pendant 1 heure. Il a des capsules vidéo de situations problématiques de la vie de tous les jours et il répond à des questions en réponse courte sur comment agiriez-vous dans cette situation de la vie de tous les jours. Dans le programme, entre guillemets, de ces tests Casper apparaissent tous ces mots-clés-là. Donc, il y a l'empathie dedans, mais il y a la communication, l'altruisme, l'intégrité, tout ce qui peut être considéré comme la volonté actuelle de la société d'avoir des médecins qui sont plus à l'écoute. Et ce test Casper, il n'y a pas de préparation à ce test Casper en Amérique du Nord. C'est-à-dire, on passe le test, on a une note, et selon les universités, on est reçu ou pas en fonction de différents critères, dont ce test Casper. Et la particularité de la France, c'est que dans le décret est apparue la notion de absolument devoir préparer les étudiants à cette évaluation de l'empathie ou de compétences humaines. Et à mes yeux, c'est une bonne chose parce que l'empathie, ça peut s'apprendre. En tout cas, ça peut s'améliorer. Donc, à Toulouse, par exemple, on a choisi une formation en compétences situationnelles, une des facettes de l'empathie, avec des cours magistraux et des enseignements dirigés. Et je vous donne un exemple d'un intitulé d'oral de première année de médecine.
Votre grand-mère est en EHPAD et ne veut pas se faire vacciner contre la grippe. Comment pourriez-vous réagir face à cette situation? Un autre exemple, vous vous rendez à un entretien très important pour vous quand un cycliste tombe devant vous. Il est renversé, il chute à vos pieds. Comment pourriez-vous réagir face à cette situation? En première année, on n'attend pas des compétences médicales des étudiants en santé. On attend, dans le cadre du déploiement de cette épreuve orale qu'il a bien fallu concevoir, une compétence situationnelle. Compétence situationnelle, et c'est là qu'on retombe sur nos pattes avec le modèle d'approche centrée sur la personne, comme un modèle de résolution de problèmes. On veut que l'étudiant réponde de façon assez standardisée, au fond, puisqu'on lui fournit la grille de notation en amont de l'épreuve. On lui apprend à répondre, qu'il va falloir mettre en évidence qu'il est capable de mieux comprendre la situation, de décider avec différents intervenants qu'est-ce qu'il va faire, et de mettre en place cette intervention. On met dans cette grille aussi l'expression des émotions, qui a été exactement comme l'a évoqué tout à l'heure Julien, que la connaissance de ses propres émotions par rapport à cette situation va peut-être nous faire changer d'avis par rapport à la décision. Et donc, si je reconnais que je suis en colère, je vais peut-être demander de l'aide à quelqu'un. On lui demande de la créativité pour qu'il puisse agir et intervenir dans une solution qui s'avérera gagnante-gagnante, complètement fictive, mais ça fait aussi partie de la créativité du soignant que d'être en capacité de créer les conditions d'une bonne résolution de problème. Et on fait sans cesse, pendant cette formation, en première année, le parallèle avec les compétences d'un soignant, c'est-à-dire la compréhension de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il n'a pas mal. C'est comme en santé quand on cherche un diagnostic. Envisager une décision sur ce cycliste qui est tombé et sur mon entretien qui est très important, qu'est-ce que je vais faire? Je veux quand même y aller à mon entretien. Oui, ben tiens, je vais imaginer qu'il y a un passant dans la rue et qui va pouvoir s'assurer que le cycliste qui est tombé aille bien, j'appelle le SAMU et je vais quand même, je me protège moi, je vais quand même à mon entretien. C'est une des solutions possibles que peut dire l'étudiant pendant son entretien. Et là, la décision, c'est la prise de décision partagée. Qu'est-ce que je fais en équipe? Qu'est-ce que je fais avec les protagonistes? Et dans l'action thérapeutique, concrètement, comment je mets en place cette décision qui a été choisie? Quelle modalité? C'est ce que fait le médecin quand il prescrit, voire quand il s'abstient, ou quand il adresse à des confrères. Donc, il est très important de resituer par rapport au contexte du soin ce qu'on demande en compétences situationnelles dans le cadre de cette épreuve orale. Et c'est pourquoi on place cette épreuve orale non pas dans un mécanisme de sélection. Les étudiants, ils sont déjà sélectionnés avec leur épreuve écrite. Ils ont déjà des QCM et un classement. Ce qu'on a fait en concertation avec des auteurs, des artistes, c'est choisir la sémantique de ce qu'on veut. C'est par cet oral, si tout le monde a 20, c'est très bien. On ne veut pas sélectionner par cet oral. On veut juste un peu identifier ceux qui ont les aptitudes à être les soignants de demain. Parce que quand on entend ces oraux, quand on entend ces jeunes qui ont tous réussi l'épreuve, parce que les notes se sont, à Toulouse en tout cas, se sont étalées entre 12 et 20. Ceux qui ont 20, je vous assure que moi, je vais être soigné par eux dans 10 ans. C'est-à-dire une créativité, une compréhension, bref, de l'empathie, plein pot, dès la première année, sans aucune connaissance médicale. Parce que c'est une compétence qui déborde largement le champ de la santé. Donc les pistes, et je finirai avec ça, les pistes futures, c'est je pense que les institutions, les hôpitaux, les sociétés savantes, les programmes de santé publique, la politique en général, a tout à gagner à envisager la systémique dans leur réflexion. La systémique au sens, quels sont les cadres de pensée? En fait, je pense que si on parle d'empathie, on n'a pas besoin de s'embrouiller l'esprit à vouloir être empathique. Je pense qu'il est important de raisonner sur la finalité de ce qu'on attend de notre situation de soignant. Si notre finalité, c'est l'humain, l'empathie, elle émergera à tous les stades, au stade individuel, au stade collectif, dans toutes nos décisions. Encore faut-il, pour que ça puisse émerger, avoir, je pense, en tête des modèles théoriques. Voilà.
Je vous remercie de votre attention et Merci bien sûr, beaucoup. j'aimerais bien échanger et avoir des retours sur tout ça. Moi, j'aurais une micro-question. C'est assez bluffant de voir à quel point on a introduit l'empathie dans les études de santé, mais institutionnellement, on a l'impression que les conditions ne sont pas données ensuite, ou qu'il y a une sorte de dissonance entre les différents niveaux. Qu'en penses-tu? Bah, en même temps, c'est la loi qui a obligé à ce qu'on l'injecte. On ne l'aurait pas fait sinon. Oui, oui. Donc, ce qui manque, je pense, c'est vraiment de la méthode des modèles, vraiment. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire faites des cours d'empathie. Vous êtes soignant, vous devez opter pour tel ou tel modèle et qui serait en cohérence avec la politique de santé. Une politique de santé qui devrait certainement être davantage humaine et un peu moins économique, peut-être diversifier les modes de rémunération des professionnels de santé, un peu moins de paiement à l'acte, un peu plus de paiement forfaitaire, ce qui favoriserait l'accompagnement du patient, un peu plus de coopération, de parcours de soins intégrés. Donc je pense que vraiment, il y a un cap à passer et c'est le cap de l'adoption par les décideurs d'un modèle biopsychosocial pour sortir du modèle biomédical. Très bien, merci.